que dès 1812, Andrew Jackson, qui n'était pas encore président des États-Unis d'Amérique, d'un pays de 13 colonies qui venaient d'acquérir leur indépendance et qui n'avaient que 6,5 millions d'habitants, c'est-à-dire le quart de la France de l'époque, disait « Nous allons nous prévaloir de notre droit au libre-échange et ouvrir le marché aux produits de notre sol afin d'égaler les exploits de Rome ». Ça veut donc dire que cette puissance, qui était encore toute petite, avait déjà une volonté impériale, alors même qu'elle était encore à ses balbutiements. De la même façon que ce document que je cite dans toutes mes conférences et que je citerai dans toutes mes conférences, parce que je suis le seul homme politique en France à en parler et parce que de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par tout le spectre politique, nous avons des responsables politiques qui font comme si ces informations n'existaient pas. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes boycottés par les médias probablement. Mais nous savons désormais de sources sûres, notamment par cet article de Daily Telegraph, un journal britannique du 19 septembre 2000, nous savons désormais de sources sûres, par les documents du gouvernement américain qui ont été déclassifiés en septembre 2000, que ce sont bien les États-Unis d'Amérique et notamment la CIA, par des sociétés écrans interposées et qui s'appellent notamment Ford et Rockefeller, qui ont soutenu et financé en sous-main toute la construction européenne pendant les années 50 et 60. La suite, sans doute aussi, mais on ne le sait pas, ça n'a pas été déclassifié. Ça, ce sont des documents déclassifiés. Les dirigeants du mouvement européen, Ratzinger, le visionnaire Robert Schuman, l'ancien Premier ministre belge Paul-Henri Spaak, étaient tous traités comme des employés par leurs parrains américains. Le rôle des États-Unis fut camouflé comme pour une opération secrète. L'argent du comité américain pour les États-Unis d'Europe provenait des fondations Ford et Rockefeller, aussi bien que de milieux d'affaires ayant des liens étroits avec le gouvernement américain. Une note émanant de la direction Europe du département d'État datée du 11 juin 1965 conseille au vice-président de la communauté économique européenne de l'époque, Robert Marjolin, de poursuivre de façon subreptice, c'est-à-dire cachée, l'objectif d'une union monétaire européenne. Cette note recommande d'empêcher tout débat jusqu'au moment où l'adoption de telles propositions deviendrait virtuellement inévitable. Qui a eu le premier l'idée d'une constitution européenne? C'est le général Dwight Eisenhower. C'est une interview dans Paris Match numéro 136 du 27 octobre 1951. Qui a dit « Rien ne pourrait nous être plus agréable que d'apprendre que les États d'Europe occidentale ont décidé de réunir dans une ville d'Europe, disons à Luxembourg, des délégués responsables avec le mandat de rédiger l'acte constitutionnel de l'Europe, etc., de telle sorte que l'Europe occidentale fonctionnera comme fédération. Aucune décision ne pourrait mieux nous aider dans la tâche que nous poursuivons. » Ça, c'est 1951. Je le dis depuis 3 ans dans toutes mes conférences. Aucun média n'a jamais repris ce document, de même qu'il n'a jamais repris en France les documents qui sont développés en Grande-Bretagne. Et j'attends, je vous prends ici à partie, Madame Marine Le Pen, qui, paraît-il, me copie dans mes conférences, Monsieur Dupont-Aignan, qui, paraît-il, est un grand gaulliste devant l'éternel, Monsieur Mélenchon, Monsieur Chevènement, je les prends ici à partie. Qu'attendez-vous pour dire la même chose que moi à la télévision française où vous êtes invités gracieusement? Qui a appelé les Français à voter oui à la Constitution européenne en 2005 en disant « Nous avons fermement soutenu le projet européen, son achèvement ainsi que l'Union européenne. De notre point de vue, la poursuite du succès de la construction européenne est importante. » Qui est donc la personne qui a osé conseiller aux Français de dire ce qu'il fallait qu'ils votent? Eh bien, c'est Madame Condoleezza Rice, secrétaire d'État américaine. Elle était en déplacement à Vilnius, elle est ici avec le président lituanien Adam Kūs, c'est le 21 avril 2005. Pourquoi est-ce que les Américains poussent à la construction européenne? Encore une fois, venez m'écouter ce soir, demain soir, pour avoir le dessous des cartes de cette opération. Il s'agit bien d'une opération de vassalisation. En attendant, vous vous rappelez que César avait imposé son pouvoir en volant l'âme des Gaulois? Eh bien, maintenant, c'est pareil. L'oncle Sam a imposé son pouvoir en volant l'âme des Français. Comme l'a dit le philosophe Michel Serres, il y a plus d'Anglais aujourd'hui sur les murs de Paris qu'il n'y avait d'Allemands sous l'occupation. Ouvrez la radio, mettez les radios en modulation de fréquence, comme je le faisais hier dans ma voiture, vous passez d'une chaîne à l'autre, je vous assure qu'à partir de 22h, c'est vrai toute la journée, mais disons à 22h30, il n'y a que des chansons américaines sur toutes les radios françaises.
Sur toutes. Regardez quels sont les films qui sortent également. Vous avez 80% peut-être de films qui sont américains, sans parler des séries B américaines. Et regardez dans les rues, allez vous balader, regardez les enseignes que vous voyez. Vous en avez maintenant un nombre qui sont incalculables, même tout simplement de cafés français qui se mettent à parler dans la langue du maître en parlant de happy hour pour tout et son contraire. Alors tout ce que je dis là, finalement, n'est pas d'une grande révélation, puisque M. Mitterrand, qui a été 14 années à la tête de la France, qui a été président de la République, quelques semaines avant de mourir, a livré son testament politique à Georges-Marc Benamou, dans un livre qui s'appelle Le dernier Mitterrand, paru chez Plomb en 1997. Et voilà ce que dit le président de la République qui venait de quitter ses fonctions. La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort, apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces. Ils veulent un pouvoir sans partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment, et pourtant une guerre à mort. Ça n'est pas François Asselineau qui dit ça, c'est François Mitterrand. C'est quelqu'un qui a été 14 ans à la tête de l'Élysée, qui avait le code nucléaire. Alors si quelqu'un comme ça fait cette déclaration, normalement, dans un pays normalement constitué, dans le pays de Voltaire et de Montesquieu, dans le pays de Jean-Jacques Rousseau, de Clémenceau et de De Gaulle, ça devrait faire l'objet de débats publics. Personne n'en parle jamais. Eh bien, maintenant, il est temps de conclure. Il est plus que temps de conclure. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué. Ou alors, vous ne croyez pas dans l'histoire. À ce moment-là, c'est plus la peine de faire de l'histoire. Mais si tous les peuples, à toutes les époques, se sont intéressés à l'histoire, c'est parce qu'ils savent que l'histoire se répète. Et qu'ils savent que l'on peut puiser dans les événements anciens des anticipations du futur. Et plus les événements se sont souvent passés, je vous l'ai déjà dit, s'ils se sont déjà passés 5, 6, 7 fois, et plus on peut être sûr qu'ils vont se reproduire à chaque fois d'une façon différente, bien entendu, mais qu'ils se reproduiront dans leur schéma général comme ils se sont déjà produits. Alors qu'est-ce qui va se passer? Toute notre histoire donne la clé des événements à venir. La France, depuis 2000 ans, n'a jamais accepté de perdre sa souveraineté et son indépendance nationale. Elle ne l'acceptera pas. D'ailleurs, ça ne marche déjà pas. On voit bien que cette affaire de domination américaine sur la France est en train de mener à une explosion politique et sociale qui couve, tout le monde le sent. Parce qu'il faut, avec l'histoire, il ne faut pas raisonner à 6 mois. À 6 mois, j'aurais peut-être tort. Mais à 100 ans, je suis plus que sûr d'avoir raison. Donc c'est entre 6 mois et 100 ans. C'est peut-être dans 2 ans, dans 6 mois, dans 13 ans. Mais tout ceci va exploser. Cela ne marche déjà pas parce que cela ne peut pas marcher. D'ailleurs, quand vous voyez ces portraits, qu'est-ce qu'éprouvent les Français quand ils voient ces portraits? Eh bien, le gouffre se creuse. Le gouffre se creuse. Le gouffre, il se creuse exactement comme il se creusait sous Louis XV et sous Louis XVI. Les Français ne comprennent plus ceux qui les gouvernent ou qui font semblant de les gouverner. Comme sous Louis XV et sous Louis XVI. Ils ont le sentiment que les dirigeants vivent dans un monde irréel, une sorte d'international de la mondialisation. C'est pas l'international des cours de Rome, mais c'est presque la même chose. Une sorte d'international de la mondialisation qui ignore tout de leurs problèmes quotidiens et qui les méprise. C'est vrai ou c'est faux? Bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que ce que j'ai dit est vrai, et bien sûr que la comparaison est tout à fait pertinente. Et donc, eh bien, c'est tout simple. Les Français ne vont plus accepter très longtemps la dictature européenne qui s'est mise en place au profit d'un empire euro-atlantiste. Oh, certes, c'est un peu plus compliqué que les fois précédentes, parce que nous avons une dictature qui s'est travestie en démocratie. Tout le monde sait bien que c'est une dictature depuis que le vote des Français au référendum de 2005 a été piétiné. Mais néanmoins, il y a les armées d'aujourd'hui, ce ne sont pas des chars, ce sont les médias. Et donc qui en permanence essaient de modifier l'esprit des gens. Mais de plus en plus, les Français
ne cherche plus d'informations sur les médias. Il les cherche sur Internet, dans des conférences comme celle que je fais, par exemple. C'est le propre de toutes les sociétés totalitaires. En 1788, les Français ne cherchaient pas des informations sur les gazettes officielles. Ils les cherchaient sur ce que l'on appelait des libelles, c'est-à-dire des journaux qui étaient faits illégalement et qui disaient ce que tout le monde pensait ou qui disaient le dessous des cartes. C'est ça qui a ruiné le régime monarchique. De la même façon que l'Union soviétique sous Brejnev et ensuite sous Andropov et Tchernyenko, eh bien c'était les samizdat. Les gens ne lisaient pas la Pravda. Les gens, ils lisaient les samizdat, ils lisaient justement ce qui partait à la source de vraies informations. Aujourd'hui, à notre époque, c'est pareil. Les Français écoutent d'un œil distrait et regardent d'un œil distrait la télévision, ils n'y croient plus. Ils écoutent d'une oreille aussi distraite la radio, ils n'y croient plus. Quand ils veulent les vraies informations, ils vont sur Internet. Et donc nous savons quelle est la suite des événements. Eh bien, le moment se rapproche de l'inéluctable destruction de l'Union européenne, tout simplement. Alors quelle forme ça prendra? Je ne suis pas devin. Ce que je pense en tout cas, c'est qu'arrivera un jour prochain où le président de la République ne sera plus accompagné de ces fichues étoiles d'or et qu'il les aura mises au feu. Et de la même façon qu'un jour viendra, et assez rapidement, très probablement, je vous invite à ma conférence dans 2 soirs, cette fois-ci, sur l'inéluctable destruction de l'euro et le retour à la pièce et à la monnaie du franc, puisque la monnaie de la France et des Français, ça ne peut être que le franc. Je terminerai ainsi ma conférence en citant cette belle parole de Charles de Gaulle à la fin de ses mémoires de guerre, puisque tout recommence toujours, ce que j'ai fait sera, tôt ou tard, une source d'ardeur nouvelle après que j'aurai disparu. Merci beaucoup. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir. Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières. Un monde où tout est possible. Ce que nous en ferons ne dépendra que de vous. UPR, l'espoir porte un nom.